On dit souvent que ce qui nous distingue des animaux, c'est notre conscience, notre culture, et pourtant, certains animaux pleurent leur mort, d'autres jouent avec de la drogue, et certains préparent même leur vengeance. Alors, et si notre humanité n'était pas si unique? Dans cette vidéo, on va parler de comportements troublants, des scènes qui intriguent, qui dérangent, qui font douter, parce que ça nous pousse à nous poser une question simple, mais profonde: sommes-nous vraiment si différents? Commençons avec l'un des comportements les plus déroutants que nous puissions trouver dans le règne animal et qui semble tout droit sortir d'un film de fou, du Roi Lion. Imaginez un jeune groupe de dauphins, en pleine mer, nageant ensemble comme à leur habitude. Sauf qu'au lieu de chasser ou de jouer à poursuivre des poissons, ils manipulent délicatement une méduse toxique. Pas pour s'en débarrasser, mais pour l'utiliser. En fait, ces dauphins sont en train de se droguer, de se shooter volontairement. Des chercheurs et documentaristes, notamment dans la série Spy in the Pod de la BBC, pas la BBC que vous pensez, ont filmé des dauphins communs manipulant des méduses, ou plus précisément d'autres poissons comme des poissons globes qui libèrent une toxique neuroactive. Plutôt que de les manger, les dauphins les mâchent doucement, puis les relâchent, puis les reprennent, puis les relâchent, puis les reprennent, puis les relâchent, puis les reprennent. Et là, leur comportement change, ils sont tout lents, ils sont contemplatifs, ils sont défoncés. Un comportement qui ressemble étonnamment à celui des humains. Et oui, pas tous, tout le monde se drogue pas, évidemment, pour ma part c'est tous les jours, des drogues de plus en plus dures. Des scientifiques pensent qu'il s'agit d'un usage intentionnel de toxines pour provoquer un espèce d'effet euphorisant, ou du moins altérer leur perception. Et ce n'est pas une action accidentelle, c'est délibéré et c'est voulu. Et ça soulève une question. Si ces animaux peuvent chercher consciemment à altérer leur état mental, ne sont-ils pas quelque part en quête d'expériences similaires aux nôtres? Mais ce genre de comportement, c'est pas uniquement chez les dauphins. Les chats, eux aussi, s'exposent volontairement à l'herbe à chat, pour ses effets euphoriques. Certains mammifères, comme les blaireaux, mâchent des racines aux propriétés hallucinogènes. Et il existe même des éléphants ivres après avoir mangé des fruits fermentés. Ou même des élans qui, après avoir mangé des pommes fermentées, sont tellement bourrés qu'ils arrivent à se coincer dans des arbres. Mais les dauphins vont encore plus loin parce que eux, ils partagent la substance. Ils semblent tout le temps en groupe dans cette expérience comme une sorte de rituel social. Alors où commence la conscience? Et jusque où ces espèces sont capables d'aller en termes d'intention, de plaisir et de curiosité mentale? Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait totalement bouleverser ta vision sur les animaux. La mort. La fin, le décès, le cercueil. Chez l'humain, c'est un moment sacré, marquant, parfois entouré de cérémonies, de pleurs, de silence. Mais chez les animaux, on a longtemps cru qu'ils l'ignoraient. Et pourtant, il y a eu énormément d'observations troublantes qui racontent une toute autre histoire. Les chimpanzés. Quand l'un des membres de leur groupe meurt, les autres ne s'en vont pas simplement. Ils restent, ils veillent. On les voit parfois toucher doucement le corps, le regarder longuement, comme s'ils attendaient quelque chose. Parfois, des femelles gardent le corps de leur enfant mort sur elles des jours, voire des semaines, refusant d'accepter l'évidence. Ce n'est pas seulement un réflexe, c'est un attachement émotionnel profond. On parle même d'un début de deuil. Et ça, c'est incroyablement humain. Et ça ne se limite pas aux primates. Les éléphants, par exemple, sont célèbres pour leur relation particulière avec la mort. Quand ils croisent des ossements d'un autre éléphant, même mort depuis longtemps, ils s'arrêtent, les touchent avec leur trompe, les reniflent doucement. Ils peuvent rester des heures autour du corps. Parfois, ils reviennent sur les lieux de la mort, année après année, comme s'ils honoraient la mémoire d'un disparu. Certains éléphants ont même été observés en train de couvrir un corps de branches et de feuilles comme s'ils commençaient un enterrement. Et il y a aussi les corbeaux. Des oiseaux extrêmement intelligents se rassemblent lorsque l'un des leurs meurt. Ils se posent en cercle autour du corps, silencieux. Pas pour le manger, pas pour s'en approcher, mais pour observer. Les chercheurs appellent ça les funérailles des corbeaux. Pourquoi ils font ça? Certains pensent qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, s'il y a un danger. Mais d'autres y voient une forme de rituel, peut-être même une conscience du lien social brisé ou d'une forme de deuil collectif. Est-ce que ces animaux pleurent leur mort? Est-ce qu'ils comprennent la perte? Ou est-ce que c'est une coïncidence émotionnelle que nous interprétons par rapport à notre prisme humain, à notre vision humaine? En tout cas, une chose est sûre, ces comportements défient la frontière que l'on croyait entre l'instinct et l'émotion. Pendant des siècles, on a placé l'être humain tout en haut de la pyramide de l'intelligence. Mais aujourd'hui, cette certitude est en train de s'effondrer. Et ce sont les animaux eux-mêmes qui nous le prouvent. Commençons par les outils. Utiliser un objet pour en manipuler un autre, ça semble basique, mais c'est en réalité l'un des plus grands marqueurs d'intelligence dans le règne animal. Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie sont capables de fabriquer des crochets avec des brindilles pour attraper des insectes dans des trous. C'est pas seulement utiliser un outil, c'est le concevoir, le modifier et le perfectionner. Et c'est pas un comportement qu'ils ont appris par hasard, c'est transmis culturellement de génération en génération, c'est un truc de fou. Les éléphants aussi manipulent des branches pour se gratter ou chasser les mouches. Et certains orang-outans utilisent des feuilles comme des parapluies ou des gants pour manipuler des objets piquants. Des gants. Des orang-outans avec des gants. Mais l'intelligence, ce n'est pas que l'outil.
c'est aussi le jeu. Les dauphins, encore eux, après la drogue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils jouent à des jeux de bulles. Ils s'amusent à faire des figures acrobatiques sans aucun but utilitaire. Ils font des ronds avec une CE quoi. Et quand un comportement n'a aucun intérêt de survie mais est répété, il ne reste qu'une explication. Le plaisir. La conscience, l'ennui parfois. On va parler un peu de communication aussi. Les dauphins ont des noms. Oui, chaque individu a un sifflement signature qui permet de l'identifier. Et quand ils s'appellent entre eux, ils reproduisent ce sifflement précis. Chez les éléphants, on a aussi enregistré des appels complexes, des cris de détresse, de joie, de reconnaissance à distance. Même les corbeaux, ils peuvent imiter des sons humains, se souvenir de visages pendant des années. Et attention, si un corbeau te déteste, il peut le dire à ses congénères, et un de ces quatre venir te tabasser. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'instinct? Ou alors est-ce qu'on commence à entrevoir une forme de conscience collective, de culture, de mémoire sociale chez des espèces? Chaque outil, chaque jeu, chaque cri semble nous murmurer la même chose. Tu ne comprends pas encore, mais je ne suis pas si différent de toi. Et si ces comportements, ces rituels, ces outils, ces jeux ne parlaient pas seulement d'eux, mais aussi de nous? Depuis toujours, on s'est défini comme l'espèce supérieure, parce qu'on pense, parce qu'on crée, parce qu'on ressent. Mais et si ce qu'on observe chez les animaux n'était pas de simples coïncidences, mais le reflet de comportements profondément ancrés dans la nature elle-même? Lorsqu'un groupe de singes reste silencieux autour d'un mort, lorsqu'un éléphant revient chaque année sur la tombe d'un ancien membre de son clan, ou lorsqu'un corbeau organise ce qui ressemble à une cérémonie autour d'un congénère décédé, on ne peut pas s'empêcher de voir un miroir. Pourquoi? Parce que ces gestes résonnent avec nos propres rituels, notre manière de dire au revoir, de comprendre la perte. Tous ces animaux ne parlent pas notre langue, mais leurs actions nous parlent quand même. Ce qui est fascinant, c'est que ces comportements, ils n'ont aucun avantage évident. Un dauphin qui joue avec une méduse hallucinogène ne gagne rien pour sa survie. Un corbeau qui rend hommage à un mort n'améliore pas son statut social. Et un éléphant qui pleure ne gagne pas non plus de nourriture ou d'abri. Alors pourquoi ils le font? Peut-être parce que comme nous, ils ressentent. Et si l'intelligence, c'était pas seulement de savoir résoudre une équation, mais savoir reconnaître la douleur, partager la joie, honorer la mort, transmettre la mémoire. De plus en plus de chercheurs parlent aujourd'hui de culture animale, de personnalité animale, voire de conscience animale. Pas de l'anthropomorphisme naïf, mais une reconnaissance scientifique que nous ne sommes peut-être pas si seuls, ni aussi uniques que nous aimons le croire.